Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld. Je suis photographe sous-marin, explorateur. Et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif ? Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de plongeon et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Avril 2021, Svalbard, archipel situé entre le nord de la Norvège et le pôle Nord. Les protagonistes de cette aventure, Heidi Sevestre, glaciologue, Victoria, élève de première au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Heidi part 1 mois à ski au milieu de l'Arctique pour étudier les glaciers. Nous revivons à travers son récit une expédition à couper le souffle. Plongeons aux confins de l'Arctique. Ça fait déjà 8 heures que nous sommes sur le bateau. Mais non, sérieux, les chiens viennent de vomir à côté de moi. Pourquoi on les a pris en fait? Il reste encore 5 heures de navigation. Ces chiens, ils sont quand même utiles. Hein. Princes et princesses, heureusement qu'on les a. C'est des chiens qu'on a pris pour surveiller notre camp par rapport aux ours polaires. En fait, ici au Svalbard, il y a plus d'ours que d'habitants. On ne sait jamais où est-ce qu'on peut les trouver. Et donc, on espère que pendant qu'on dort, ces chiens, ils vont monter la garde. Qui sont les 2 personnes qui nous emmènent justement ? Les 2 personnes qui nous emmènent, c'est un père et son fils. Ils font partie de la famille Henningsen. C'est la famille qui a le plus vécu au Svalbard. En fait, au Svalbard, il n'y a pas de communauté autochtone. Et cette famille, ça fait 4 générations, je crois, qu'ils sont là-bas. Donc, ils connaissent l'archipel par cœur. Vraiment, heureusement qu'on les a parce que grâce à eux, on évite pas mal de problèmes pour se déplacer en bateau. Alors, avec nous, il y a 3 autres scientifiques. Nina, qui est serbe, Anne, qui est suédoise, et Silje, norvégienne, sans oublier Prince et Princess, les 2 chiens qui ont le mal de mer. On n'est que des femmes, c'est cool ça. Ah ben, girl power, hein, important. Donc que des femmes au milieu d'un territoire recouvert d'ours polaires. C'est ça. Bon, je dis pas qu'un homme saurait mieux s'en sortir que nous, mais bon. On espère que les ours seront cool, ouais. Il est 23h, il ne fait pas nuit. À cette période de l'année, le soleil ne se couche plus. Et ça y est, après 13 heures de navigation chaotique, Ny-Ålesund se dessine au loin. Il y a les petites loupiottes de Ny-Ålesund qui se découvrent sous nos yeux. Et Ny-Ålesund, c'est vraiment le petit village extrême. Il y a quelques scientifiques qui sont là. Même si on est en plein Covid, la science ne s'arrête pas. Et ce qui est fou ce soir-là, c'est qu'il fait assez chaud en fait. Moi je reste en pull, comme le reste de l'équipe. Et quand on débarque, on est assez étonnés. Je suis en train de remarquer qu'il y a des flaques d'eau sur le quai du port. C'est pas super bon signe en fait. J'avoue, je m'attendais pas à ça dans cette région. Et effectivement, il fait 5 degrés, le thermomètre annonce 5 degrés. On s'attendait plutôt à quoi, Victoria, dans ce coin ? Il fasse beaucoup plus froid. Ouais, négatif déjà au moins. Ouais, je crois qu'on va laisser nos grosses vestes dans la poulka, parce que là, c'est pas du tout normal. Normalement, il fait à peu près moins 25. Là, aujourd'hui, ouais, c'est bizarre. On va voir ce que ça donne. Comment vous vous sentez là, à ce moment-là, Heidi ? Je suis ultra heureuse là, enfin, on arrive. Le plus dur est fait en quelque sorte. Le plus dur, ça a été de monter ce projet, des années de travail, à peu près 100 000 € à trouver quand même pour monter une expédition pareille. Et là, enfin, de débarquer à Ny-Ålesund, je suis super soulagée et très heureuse parce que je sais que le plus facile en quelque sorte commence. Du moins, c'est ce que je pense. On décharge le bateau, donc le matériel scientifique qui se compose à peu près de petites fioles en verre, plein d'instruments de mesure, des sondes, des thermomètres, des loupes, la nourriture, le campement, les vêtements. On a essayé de voyager le plus léger possible puisque tout ce matériel, on va devoir le tirer derrière nos skis dans une poulka, une sorte de traîneau. Comment ça, on va devoir tirer le matériel?
Oui, c'est pas simple. On a décidé de faire une expédition un peu différente, cette fois-ci Victoria, et de se déplacer en ski en tirant tout notre équipement derrière nous dans cette sorte de petit traîneau qui s'appelle la Pulka. Et donc c'est clair que pour nous, chaque gramme compte là. Et pourquoi vous avez voulu faire ça en ski? On a voulu faire ça en ski parce qu'on veut réduire l'empreinte carbone de l'expédition le plus possible. Une expédition pour récolter ces données-là, d'habitude on l'a fait en scooter des neiges, on l'a fait voir en bateau. Et nous, notre objectif, c'était de montrer que la science, elle peut être la plus propre possible. Donc attention, ça va être un peu difficile, mais ça va faire mal aux genoux, je pense. Mais on a un bon mois d'expédition devant nous en ski à tirer notre Pulka. Est-ce qu'il n'y a pas un petit challenge personnel aussi? Quand même, le défi de se dire je vais relever ça. Ah, moi j'adore les challenges et c'est vrai que je pense que vraiment au-delà du défi sportif, c'est une façon de faire la science, de donner un autre rythme à la science, un rythme plus lent, où on a plus le temps en fait, d'appréhender le paysage autour de nous. Victoria, est-ce que tu as déjà fait du ski, voire du ski de rando? Parce que c'est des skis de rando, hein, c'est ça? C'est un ski nordique. En fait, c'est des skis nordiques, ouais. Ouais. Ils sont un petit peu plus larges que des skis de fond, mais c'est pas des skis de rando. Ouais. Non, moi j'ai jamais fait de ski. Jamais fait de ski? Trop bien. Et bien moi, ski de rando, donc ski nordique encore moins, donc ça va être un peu la découverte. Comment on s'habille d'ailleurs pour une expédition pareille? Les vêtements, c'est un sujet qui me passionne. On s'habille par couches en fait, comme un oignon. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de couches pour être assez flexible. Donc franchement, sur les jambes, on a entre 3 et 5 couches de vêtements. Et sur le haut du corps, généralement, on est autour de 5 couches de vêtements. Ouais. Donc on passe d'une première couche très chaude. Ensuite, on utilise beaucoup de produits en laine, parce que la laine, même si on transpire dedans, elle reste chaude. Et on termine par des vestes imperméables coupe-vent. On ressemble un peu à des gros bonhommes Michelin, quoi. Petit bonhomme Michelin, ouais, ou gros bonhomme Michelin, comme tu préfères, Margot. Petit, c'est plus mignon. Bon, ben, on va aller se coucher parce que demain, c'est le grand jour et faut être en forme. Ça y est, c'est le jour J. Ça va, vous êtes bien, vous avez bien dormi? Ça va? Plus ou moins. Plus ou moins, ouais. C'est peu, ouais. Finalement, on a dormi. Moi, j'ai dormi 2 heures parce que j'ai fait quand même 2 heures de garde pour les ours. Il y avait des traces d'ours de partout. Je sais pas si t'as vu autour des tentes. Donc, c'était ça. Première nuit un peu hardcore pour tout le monde, mais bon, c'est pas grave. L'expédition commence. On fait un petit point météo quand même avant de partir. Et j'ai reçu le premier texto de Yann avec les prévisions météo. Écoute, plutôt bien ce matin, mais il faut faire un peu gaffe parce que visiblement le vent se lève en fin de journée. Donc on va pas trop traîner, je pense, aujourd'hui et planter le camp assez tôt. On chausse les skis et c'est parti. On dit au revoir à la civilisation et à la 4G. On va même pas pouvoir rejoindre nos familles. Ouais, alors ça, c'est... En fait, je trouve ça plutôt bien qu'on soit un peu coupé du monde. On a quand même un téléphone satellite, heureusement, tu sais, pour les prévisions météo. Et aussi, au cas où, s'il y a un problème, voilà, faut qu'on puisse appeler les secours. Vous allez voir, le début de l'expédition, c'est crucial en fait qu'on prenne le rythme. Donc on va avoir pas mal d'ajustements à faire dans les vêtements, dans le rythme qu'on fait en ski. Et aujourd'hui, c'est pas mal parce que c'est une journée qui devrait être assez plate. Et demain, vraiment, les choses sérieuses commencent. Ny-Ålesund, c'est vraiment la région la plus belle du Svalbard. On est au bord d'un fjord et le fjord, il est vraiment gigantesque. On appelle ça le fjord du roi. Kingsfjorden. Et autour de nous, on a tous ces beaux glaciers là que tu vois. C'est des glaciers, on appelle ça des glaciers de marée. Donc ils se jettent en fait dans l'océan. Et de temps en temps, on entend le son des glaciers, voilà, qui projettent ces icebergs dans l'eau. Il y a un petit peu de vent. Pour l'instant, il n'y a pas d'oiseaux en fait. C'est pour ça que c'est très silencieux. On ne remarque pas de vie. Et la vie, elle va arriver normalement. Le printemps arrive quelques semaines après. Alors c'est très silencieux. Moi perso, j'entends bien mon souffle quand je marche parce que c'est physique. Et dis, ça fait combien de temps que vous préparez cette mission? Je sais, ça fait une éternité en fait. J'en ai qu'une envie de cette expédition, c'est qu'elle finisse. Ça fait 4 ans là qu'on bosse dessus avec l'équipe. Ah ouais. Et on a eu beaucoup de hauts et de bas. Le Covid, des difficultés à trouver suffisamment d'argent et d'équipement pour pouvoir faire l'expédition. Mais là, enfin, t'imagines, après 4 ans, ça fait plaisir de commencer. Et comment on se prépare à une telle mission? On se prépare déjà beaucoup logistiquement, mais aussi énormément physiquement et mentalement. Et je crois que vous avez tiré des pneus dans la montagne pour vous entraîner physiquement, j'ai cru entendre... Mais toute l'âme, dans l'équipe, on n'arrêtait pas de se tirer la bourre là, ces derniers mois, ces 2 dernières années, à savoir qui arrivait à tirer le plus de pneus le plus longtemps possible. Et en fait, tirer des pneus aussi bête que ça peut avoir l'air. En fait, tirer des pneus, c'est le meilleur entraînement pour tirer de la Pulka. Tu vas voir, ça fait travailler les fessiers et les cuisses. Et en fait, tirer des pneus, c'est le meilleur moyen de s'entraîner.
Mais en fait, il consiste à quoi votre métier? Mon métier... À tirer des pneus. Ouais, c'est clair. Une grande partie, c'est très physique. Mais d'être glaciologue, en fait, c'est d'étudier les glaciers. C'est un peu comme être le médecin d'un glacier. C'est nous, les glaciers que tu vois là, c'est nos patients. Ces patients, ils sont assez malades aujourd'hui. Et nous, notre objectif, c'est de les faire parler. Donc, on utilise différents instruments, on prend des échantillons. Mais moi, je suis vraiment une glaciologue de terrain. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire le plus d'expéditions possible. Et de nos jours, qu'est-ce qui menace le plus les glaciers? Ce qui menace le plus des glaciers, c'est déjà le fait que l'on brûle des énergies fossiles. En fait, les énergies fossiles, elles vont émettre des gaz à effet de serre. C'est le CO2, le méthane, le dioxyde d'azote. Plus on émet de gaz à effet de serre, plus il fait chaud sur Terre. Plus il fait chaud sur Terre, plus les glaciers font la tronche. Et il y a aussi une autre conséquence de brûler des énergies fossiles, c'est quand on brûle du gaz, du charbon, du pétrole, tu sais, ça émet des petites particules fines. On en parle beaucoup chez nous en France, en pensant à ce qui se passe à Paris. Et ben, quand on a ces petites particules fines, elles peuvent voyager sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Et quand elles retombent, parce qu'elles retombent forcément au bout d'un moment, sur de la neige et de la glace, ça assombrit ces surfaces, ça les salit et ça accélère la fonte de ces paysages qu'on a autour de nous. Donc ça veut dire que quand on allume par exemple notre voiture, les gaz d'échappement qui s'en échappent, comme leur nom l'indique, ça peut aller jusque dans le Svalbard et noircir ces glaciers? Ces petites particules, elles sont très légères et elles sont assez baladeuses. Ouais. Et on remarque finalement, quand on brûle des énergies fossiles en France, en Amérique ou en Asie, ça peut se retrouver jusque ici, au Svalbard, au cœur de l'Arctique. Est-ce que les glaciers sont une priorité par rapport aux enjeux climatiques? Ah mais bien sûr. Tu demandes ça à une glaciologue, voyons. Non, les glaciers sont super importants et merci pour cette question. Mais les glaciers, en fait, pour nous, ils sont déjà très utiles parce que c'est les meilleurs châteaux d'eau que l'on a sur Terre. Ils nous donnent de l'eau douce, de l'eau que l'on peut utiliser pour tout un tas de choses. Mais aussi, tu sais, quand les glaciers fondent, regarde là, ces glaciers de marée. Et quand les glaciers fondent, quand il y a des icebergs qui tombent dans l'océan, ça participe à l'augmentation du niveau des mers. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a 1 milliard de personnes qui habitent entre 0 et 10 mètres d'altitude sur les littoraux. Donc tout ce qui se passe ici au Svalbard, en fait, nous impacte jusqu'à chez nous en France. Bon, on parle, mais on en a encore pour combien de temps de ski là, Heidi? Aujourd'hui, moi, j'espère qu'on a encore 7 bonnes heures devant nous. Est-ce qu'on peut faire juste une petite pause déj parce que j'ai super faim et surtout, j'ai vu que vous aviez pris plein de chocolat dans votre poulka. Du coup, on se pose où? Écoute, là ça m'a l'air pas trop mal. Tant que c'est assez plat, de toute façon on peut pas être abrité du vent ici, tu vois, il n'y a pas d'armes. Donc on se pose là et puis petite pause déj, allez go. Et on va réussir à allumer un réchaud avec ce vent? Alors pour la pause déj, en fait on n'allume pas de réchaud, ouais. On l'allumera ce soir, tu verras, quand on se pose dans les tentes le soir, on se fait un bon repas et c'est là où on allume le réchaud. Parce que là on va manger quoi? Alors vous allez voir ce qu'on a concocté pour vous. Ce qu'on a préparé pour le déjeuner, c'est déjà des soupes ou des nouilles chinoises, vous avez le choix quand même, luxe. Aussi pas mal de fromage et de saucissons. Dans l'équipe, on n'est pas végétarien, on a besoin en fait d'un maximum de calories, un maximum de gras, un maximum de sel, parce qu'on a déjà pas mal transpiré. Et aussi un petit peu de pâte d'amande et de chocolat, ça fait toujours du bien. Bon, ça c'est sûr. Surtout que j'ai entendu dire qu'on perdait 3 fois plus de calories dans des conditions comme celle-ci. Ouais, bonheur en fait, parce qu'on peut manger plein de cochonneries pendant 1 mois. Donc oui, il va falloir vraiment qu'on surveille notre alimentation de très près. Mais ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est qu'il y a 1 kilo de nourriture par personne. Et là, je vois qu'on a 1 mois d'expédition. On n'aura jamais assez de nourriture pour 1 mois. Ouais, c'est pour ça qu'on a fait 2 dépôts, en fait, pour ne pas avoir à porter 1 mois de nourriture dans notre poulka. À des points de ravitaillement, beaucoup trop lourd. Voilà, on a un point de ravitaillement. Là, le premier va arriver, allez, si tout va bien, dans à peu près 1 semaine, on a le premier ravitaillement. On n'en profiterait pas pour prélever des échantillons, Heidi? Faut qu'on s'y mette, ouais, voilà, on a déjà fait quelques kilomètres. Donc il va falloir qu'on se répartisse les rôles assez vite. Qui veut faire quoi? Faut nous briefer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on y est. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Explique-nous. Donc en fait, l'objectif principal de l'expédition, c'est de prendre des échantillons de neige pour voir s'il y a beaucoup de ces petites particules fines à l'intérieur. Là, quand on regarde, ça paraît tout blanc, mais en fait, là-dedans, il y a vraiment de la pollution. Donc écoutez, si vous êtes d'accord, je sais pas Margot, toi, tu peux prendre la petite fiole en verre et tu balances plein de neige à l'intérieur. Elle est fragile, cette fiole ou pas? Non, elle n'est pas si fragile, mais elle est assez étroite. Okay. Donc tu vas peut-être te geler les doigts, mais mets un gant, comme ça marche. Tu protèges ça. Allez. Victoria, ensemble, ce qu'on peut faire, c'est vraiment mesurer déjà l'épaisseur du manteau de neige et mesurer sa densité. Donc si tu veux, je te donne un petit thermomètre. Tu vas mesurer l'état de la neige et moi, je vais
vais peser en fait la densité de la neige suivant les différentes couches qu'on a dans le manteau neigeux. Il faut qu'on fasse vite parce que vous allez voir, on se refroidit très vite en fait. J'ai les doigts complètement gelés là. Victoria, ça donne quoi là, la température à 10 cm? Bah là, la neige, elle est à 0,5 degrés. Ok, parfait. Attends, je note. Tu peux mettre 5 cm en dessous et continuer tes mesures de température. Moi, je vais peser là. Je vais commencer à prendre des parts de camembert dans la neige pour commencer à la peser. D'accord. C'est un peu galère, Heidi, à mettre la neige dans la petite fiole. Y a un autre moyen ou pas? Non. On a ça pendant un mois, donc il va falloir trouver une bonne stratégie pour le faire. Super. Et on va faire ça combien de fois par jour? On va faire ça en fait à chaque pause. Donc là, tu vois, on a fait quelques petites pauses ce matin. À chaque fois qu'on s'arrête, naturellement, après 1 heure de ski, on va faire des mesures. D'accord. Et je me posais la question, mais comment ils se forment les glaciers? Ah, c'est une super question. En fait, tu vois toute la neige qu'on a autour de nous, et ben c'est la nourriture pour les glaciers. En fait, un glacier, c'est né de la neige qui, chaque année, ici, elles ne font pas pendant l'été. Donc, chaque année, tu as une couche de neige qui se rajoute, et au bout d'un moment, tu as une sorte de millefeuille de couches de neige. Celles en dessous, elles vont devenir de plus en plus écrasées par celles en dessus, et petit à petit, cette neige, naturellement, en fait, elle se transforme en glace. C'est assez magique. D'accord. Et est-ce que les glaciers nous servent à nous, les humains? Ah bah à fond, les glaciers sont super importants. Tu sais, moi je viens donc de France, des Alpes, et en France en fait on a encore beaucoup de glaciers dans les Alpes, et l'été ils vont fondre un tout petit peu naturellement, et cette eau de fonte on va l'utiliser nous pour l'agriculture, pour produire de l'énergie, on va l'utiliser aussi un petit peu, tu sais, pour refroidir nos centrales nucléaires. Mais ici là les glaciers qu'on a autour de nous en fait ils sont importants parce que si eux ils fondent, bah eux ils participent directement à l'élévation du niveau des mers. Bon, j'ai l'impression que ça parle un peu plus que ça travaille là. On y va ou pas? Allez, on se ravit, on y va. On avance, c'est physique, on va pas se mentir. Et attendez, c'est pas des ours là, au loin? Où ça? Mais non. Bah là, mais si, regardez là. Mais sérieux, mais ça va, c'est pas dangereux, j'espère. Attends, ils sont en train de faire quoi? Ouais, on dirait qu'ils bougent. Ouais, c'est quand même... C'est une maman et 2 petits, non? Attends, c'est pas juste le truc le plus dangereux, justement, la mère avec ses petits? Si. Ah mais je crois qu'ils sont en train de partir. Attends, là, c'est vraiment bon signe parce que... Franchement, si ils venaient dans notre direction, je pense que ça aurait été très chaud là. Bah, je pense qu'il n'y a pas besoin du tout là d'utiliser le fusil qu'on a ou le pistolet. On les laisse tranquilles, ils sont en train de partir. Oui, parce qu'on a pris quand même un fusil et un pistolet qui juste sait s'en servir parce que moi pas du tout. Ouais, nous, tu sais, à force de passer du temps au Svalbard, on a des cours en fait pour utiliser ce pistolet. Alors le pistolet, vous allez voir en fait, si on l'utilise, il tire une fusée qui fait beaucoup de bruit, qui est censée faire peur aux ours. Le fusil, on l'utilise vraiment en cas de dernier recours si les ours nous attaquent. Donc franchement, j'espère que là, pendant un mois, on n'aura pas du tout à utiliser ce fusil. Bon, Heidi, vous avez bien repéré, la maman ours et ses petits, effectivement, s'éloignent. La mauvaise nouvelle, c'est que comme prévu, les vents sont de plus en plus forts. Bon, les filles, là, faut vraiment qu'on commence à s'encorder, là. Il y a trop de vent, on risque de se perdre de vue les unes avec les autres. Donc, vamos, quoi. On met les harnais, on met les baudriers, on s'encorde. Mais attends, mais comment? Parce que là, avec la pouca, c'est hyper galère, comment je fais? Ah bah, non, mais il n'y a pas le choix, là. Faut vraiment qu'on s'accroche et qu'on garde le rythme et surtout, essayons de communiquer. S'il y a le moindre problème, on se retrouve vraiment dans la misère sinon. Donc communiquons. Ok. C'est lourd, sérieux. Franchement, c'est dur. Nous sommes donc reliés par une corde. On avance difficilement. C'est pas évident parce qu'on n'a pas le même rythme. Non, mais là, c'est hyper galère d'avancer. Non, mais Victoria, j'ai l'impression de te tirer là. Fais un petit effort, s'il te plaît. Ça freine, ça tire. Franchement, sans compter les 80 kilos de poulka derrière, c'est l'enfer. Doucement. Ça fait 10 heures. Oui, déjà, que l'on avance difficilement et va falloir monter le campement. Mais où? Il n'y a pas d'arbre pour s'abriter. On va pas planter des tentes ici au milieu de nulle part. Bah, regarde autour de nous, pas le choix. Hein. Écoute, je vais quand même sonder. Je vais prendre ma sonde à avalanche pour voir s'il y a des trous quand même sous la neige, sous la glace, qu'il n'y ait pas de crevasses. Et s'il n'y en a pas, on va pouvoir planter le campement juste ici. Écoute, vu le vent, on va orienter les tentes comme ça pour que la porte de la tente, elle soit abritée du vent. Et on va mettre les 2 tentes à peu près à 3-4 mètres d'écart parce que si elles sont trop proches, en fait, on va avoir de la neige qui va s'accumuler et on va se faire enterrer. Donc si t'es OK, tu prends ta tente et tu commences en fait à tasser la neige et moi je vais mettre ma tente juste là. Ok. Et on met quoi? C'est quoi? C'est une couverture de survie qu'on va mettre en plus pour s'isoler du froid ou non? Pas la peine? Des gros matelas, on a plusieurs couches. Exactement. C'est ça, ouais. Okay. Bah, si tu veux Margot, tu peux commencer à vider les poulkas et à mettre les matelas et les sacs de couchage dans les tentes. Okay. Moi avec Victoria, en fait, ce qu'on va faire, on va installer ce qu'on appelle le tripwire. Donc c'est un câble qu'on va tendre tout autour du campement pour que s'il y a quelque chose qui franchit ce câble, on soit averti. Mais les chiens, ils sont pas censés nous prévenir quand il y a les ours?
J'espère qu'on peut compter sur eux, mais vu qu'ils n'ont pas réagi l'autre jour quand on a croisé les ours, je préfère quand même qu'on mette le petit câble là. Parce qu'ils étaient censés normalement aboyer ou faire quelque chose. Ils n'ont absolument rien fait. Non, mais moi, je vais jamais réussir à dormir. Et surtout, tu mets pas le boule caisse, s'il te plaît. Parce que s'il y a le moindre problème, on a besoin de l'entendre, donc il faut rester vigilant pendant toute la nuit. Comment vous vous sentez là? Crevé, ça fait du bien quand même de se poser dans le camp. Enfin, on est un peu abrité du vent et on commence à manger un petit peu, non? On fait fondre de la neige? Allez, on fait fondre de la neige, là on peut allumer le réchaud. Et alors c'est quoi le menu du jour? Bah écoutez, attends, je regarde ce que j'ai dans le sac. On a, alors, spaghetti bolognaise, royal. Thai chicken curry, ou on a des œufs brouillés. Qu'est-ce que vous préférez? Franchement, les bolos, moi ça me va bien. Et toi? Je préfère les œufs brouillés, mais... Bon, allez, comme vas-y. tu veux. Allez, on est parti. Un peu de protéines. Je prends le Thai chicken. On engloutit notre repas, on se couche parce que la journée de demain s'annonce rude. Ça va, vous avez bien dormi? Au moyen, hein. Pas très bien. Ouais, j'ai des courbatures, c'est peut-être la poulka, tu me diras. Heidi, vous avez fait un point météo là, avec votre pote météorologue? Attends, j'allume le petit téléphone. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh purée. Il nous dit que le vent forcit à fond là. Qu'on pourrait avoir des pics jusqu'à 36 mètres par seconde. Attends, je crois que j'ai jamais vu des chiffres comme ça ici au Svalbard. Non mais c'est pas possible. Attends, ça c'est quoi? C'est 140 km/h? Ouais. 130 km de vent, super. Je vous propose qu'on pack le plus rapidement possible et qu'on avance parce que là, on sait pas combien de temps ça va tenir. Attends, là, faut qu'on réfléchisse. Faut qu'on arrive en fait à se mettre relativement à l'abri d'une montagne, peut-être quand la tempête commence à arriver. Il va falloir vraiment qu'on pulse là. Ouais, allez, go. On range tout ça et on y va. Là, c'est hyper difficile parce qu'effectivement, on se prend des vents de 130 km/h en pleine face et le moral est au plus bas. C'est un peu tendu. D'ailleurs, étonnamment, je ne vous entends pas. On ne parle pas. C'est très silencieux. C'est beaucoup d'angoisse là par rapport aux conditions qui sont vraiment en train de forcir. En plus, on n'est pas tout à fait au bon endroit. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'arrête là. Parce que vu comme les conditions sont en train d'empirer, il va falloir qu'on trouve un endroit, une solution en fait pour s'abriter. Jusqu'à présent, on fonctionnait un peu au jour le jour. Là, j'ai même l'impression que c'est beaucoup le jour et qu'on va essayer de fonctionner à quoi? L'heure, comment ça se passe? Là franchement, j'ai du mal à comprendre les conditions qu'on a là. Depuis quelques jours, c'est vraiment en train de s'empirer. On n'arrive pas à avancer et j'ai du mal à me projeter à la fin de l'expédition. Il faut vraiment qu'on arrive à réduire nos objectifs à la prochaine heure, au prochain pas, parce que sinon on va trop se mettre la pression. Mais du coup, comment on peut s'abriter de ces vents? Écoute, franchement, là les vents ils sont en train de tellement forcer qu'on va plus pouvoir poser les tentes là. Donc je pense que le seul choix qui nous reste, c'est vraiment de creuser en fait. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'arbres, il n'y a que des montagnes. Creuser, comment ça creuser? Faut qu'on creuse un trou dans le manteau neigeux là. Pour s'enterrer? Pour s'enterrer, pour s'abriter. Franchement, si on a ça pendant 3 jours, suivant les prévisions qu'on a reçues, on est morte, on n'a pas le choix. Il faut qu'on creuse une galerie dans la neige. On peut trouver un endroit quand même proche du flanc de la montagne pour creuser ou c'est au milieu de nulle part? Comment on va faire? Là, vu ce qu'on a autour de nous, je pense qu'on peut tenter la montagne là qu'on a sur la droite. En fait, il faut qu'on ait à peu près 3-4 mètres d'épaisseur de neige pour pouvoir creuser. Donc sortez vos sondes à avalanche et il va falloir qu'on sonde pour trouver un tas de neige suffisamment épais. Donc là, on a trouvé le lieu, on sort les pelles, on creuse. Le tunnel, il ressemble à quoi? On a réussi à creuser un tunnel? Comment ça se passe? Heureusement que Silvio elle est là pour nous donner l'architecture de la galerie parce que c'est pas du tout évident. Puis la neige elle est quand même super dure. Je sais pas si vous le sentez. Ah, c'est physique, on va pas se mentir. Alors creusons aujourd'hui juste ce qu'il nous faut pour avoir 2 petites bannettes, là, 2 petits bancs dans la neige pour qu'on puisse dormir à l'horizontale et on verra les jours suivants combien de temps on est bloqué, on améliorera. J'allais dire comment ça? Aujourd'hui, on va rester combien de temps là? Vu les prévisions, on a au moins 3 jours apocalyptiques là. Oui, comment ça on va dormir dans le tunnel? Oui, Victoria, on n'a pas le choix. Ouais, on n'a pas le choix. Après, il faut qu'on garde quand même une petite ouverture pour qu'on puisse avoir suffisamment d'air et respirer qui rentre dans le tunnel. Ouais. Alors là, on est sous le tunnel. Là, c'est un autre monde parce que le vent qui nous assourdissait jusqu'à présent, là, on n'entend plus rien. Ça fait
fait du bien. Ça fait du bien d'être à l'abri, purée. Enfin, on va pouvoir souffler. Oh là là, heureusement qu'on est sorti de cette tempête. Sinon, je pense que ça aurait été impossible de continuer. Et les ours, il n'y a pas de risque? Écoute, on a laissé les chiens dehors. Hein. J'espère qu'ils nous avertiront s'il y a un problème. Hein. Bah ouais, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas été hyper efficaces. Ouais. Non, mais écoute, on va pas faire des tours de garde parce que je veux que personne reste dehors. Mais on n'a pas le choix, là. Il faut qu'on croie dans notre chance et qu'il n'y ait pas d'ours ici, quoi. Et juste petite question justement en termes d'hygiène, parce que là, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas lavé. Vous avez emporté quoi, vous? Oh bah, parle pour toi, Margot. Moi, ça fait tous les matins, je fais ma petite toilette à la lingette. Mais j'étais même pas au courant. C'était donc ça l'odeur, c'était moi. Les lingettes pour bébé, c'est la clé. Pas écolo pour le coup, ça. Ah, pas écolo, mais là, ouais, t'as pas le choix. Et c'est vraiment important de maintenir une certaine hygiène, parce qu'on est quand même là pendant encore 3 semaines, quoi. On transpire énormément, donc il faut vraiment être la plus propre possible. Les 3 jours se sont relativement bien passés dans le tunnel. On n'a pas eu de visite d'ours, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Là, ça fait déjà une bonne semaine que l'on arpente le Svalbard. Et que la météo ne nous épargne pas. C'est de plus en plus dur d'avancer dans la neige fondue. Mais là, on a un autre problème. Moi, je voudrais pas vous inquiéter, hein. Mais je crois qu'on a plus de nourriture. Il te reste quoi, toi? Moi, il me reste quelques dîners, 1 ou 2 petits déj. Ouais, je crois qu'il va falloir vraiment qu'on trace parce que le dépôt, il est encore loin, quoi. Et on fait quoi? On se rationne? Ah là, il va falloir vraiment qu'on se surveille, ouais. On finit de défoncer les plaques de chocolat et les bonbons. Ah non. Là, il faut vraiment qu'on minimise, qu'on prenne juste l'essentiel. Parce qu'on ne sait pas encore. Si on se reprend des tempêtes jusqu'au dépôt, on peut encore être en retard. Mais du coup, le dépôt, il a combien de temps? On a encore au moins 3 jours, là. Mais normalement, il y a 2 tempêtes qui arrivent entre ça, donc ça va être costaud, je pense. Il va falloir qu'on trace. Est-ce que là, à ce moment-là, Heidi, tu te dis, là, c'est pas possible, je vais mourir? Ouais, c'est impossible de pas être terrifié quand on voit les conditions qu'on a autour de nous. Moi, je donne beaucoup de valeur en fait à cette peur et on s'est dit ça dès le début de l'expédition, qu'on allait suivre l'avis de celle qui aura le plus peur. Et là, moi, ce qui me terrifie par rapport aux prochains jours, c'est pour aller au dépôt, c'est qu'on est obligé de franchir cette barrière de montagne et que c'est blindé d'avalanches. Là, vu ce qui est en train de tomber, il va falloir faire très gaffe. Tu vois, on commence à percevoir les bâtiments de Pyramiden, là. Oh purée. Oh là là, enfin. On y arrive. Ah, c'est fou. Soulagement. Mais Pyramiden, alors ne t'étonne pas, c'est complètement stratosphérique comme communauté. Ah, c'est lunaire, ouais. En fait, c'est une ville russe qui a été abandonnée du jour au lendemain, donc vous allez voir, c'est un peu la ville fantôme. Mais au moins, on va dormir avec un toit sur notre tête, et ça, franchement, non. Ah ouais, moi, mes affaires, elles sont trempées. Donc j'ai vraiment besoin de les faire sécher, je sais pas vous, mais je peux pas continuer comme ça. Donc ça y est là, on foule, on marche entre ces cabanes. C'est vrai que c'est incroyable ce paysage. Ah ouais, ça fait bizarre de marcher sans les skis en tout cas au milieu de cette avenue. Oui, c'est vrai ça. T'as vu, c'est vraiment, ils appelaient ça les Champs-Élysées en fait, cette avenue qu'on a au beau milieu de Pyramiden. C'est fou quand même, ces bâtiments, ils sont plutôt beaux, soviétiques, faits de briques rouges. Mais faisons gaffe parce qu'ici aussi il peut y avoir des ours, donc faut qu'on regarde bien autour de nous. On a fait le plein de vivres, on a bien dormi, mais là, il faut repartir. On a déjà pris pas mal de retard sur notre mission. Et on ne l'a pas dit, mais le Svalbard, c'est loin d'être plat. Oui, mais du coup, quand il y a des montées, il y a des descentes. Donc ça, c'est plutôt cool. En fait, les descentes, elles sont parfois presque pires que les montées. Tu vas voir là, on a une énorme montée qui arrive et une descente encore pire derrière. En fait, le danger pendant la descente, c'est que la poulka, elle a qu'une envie, c'est de nous péter les chevilles, de nous péter les genoux, de descendre plus vite que nous. Donc il va vraiment falloir que tu contrôles tes skis et que tu freines le plus possible. Wouhou! Alors une descente est tout de même sympa, la pente n'est pas trop raide et il y a une bonne poudreuse. Là, je sens que vous vous éclatez. Heidi. Ah, le bonheur, purée, enfin une descente qui nous soulage, qui fasse pas mal aux genoux. Ah, ça fait plaisir quand même. Ouais, c'est beau en plus. On est les premières traces, bon, on l'a toujours été, mais là, je pense que je l'apprécie encore plus maintenant. Et là, tu sais, on arrive devant mon fjord préféré, regarde, c'est en train de s'entrouvrir. C'est absolument somptueux. Incroyable. Bon,
le plaisir est de courte durée puisqu'il faut faire effectivement très attention aux crevasses et aux avalanches, donc on est quand même toujours très très vigilante. Ah ouais, moi j'ai toujours mon intuition qui fonctionne à 3000%, quoi. Et j'essaye de ressentir, d'écouter le bruit de la neige sous les skis, de ressentir le vent autour de nous pour savoir un petit peu quelles sont les conditions et savoir si on a pris le bon chemin ou pas. On essaie de faire des prélèvements aussi, mais avec la fatigue, on casse pas mal de flacons. Je suis désolée, c'est ma mission en plus, mais là c'est hyper dur. Et voilà, je savais qu'elle allait se casser. C'est la 3e. Heidi, on est épuisés, vraiment, faut qu'on campe ici. Non mais jamais de la vie, mais t'as vu où on est au bord du fjord. Là c'est de la banquise sur ce coin on est là. Non mais Heidi, là en fait si on continue, c'est pas les ours qui vont nous tuer, c'est la fatigue. Non mais il faut qu'on le monte ce glacier, qu'on n'a pas le choix. Même s'il est super pentu, moi j'ai pas du tout envie de dormir au bord du fjord. C'est là où c'est blindé d'ours, quoi. Ouais mais c'est quoi l'option? On fait quoi là? On peut pas marcher, c'est quoi? C'est 3 jours qu'on doit faire en plus là? Non, c'est combien? Voilà, on a au moins 700 mètres de dénivelé à faire, quoi. C'est impossible. Franchement, on en parle aux autres et on vote. Bon, on a gagné. On campe ici. Voilà. Je suis désolée Heidi, vas-y, on installe le campement. En plus, franchement, c'est beau, c'est magnifique. Oui, c'est beau. Est-ce que le fusil est bien chargé? Parce que quand même, les fjords, c'est la raison pour laquelle c'était un peu délicat aussi ce campement, c'est qu'il y a pas mal d'ours. Ouais, faisons gaffe. Bon, on n'a pas vu une trace d'ours de la journée, donc ok, ça devrait aller, mais faisons super gaffe. On met bien le fusil entre les deux tentes, et encore une fois, on est attentive, on surveille ce qui se passe, on écoute les bruits, on sait jamais ce qui veut se passer, quoi. Non, Victoria, on a dit pas de boule casse là, sérieux, faut qu'on soit tout au taquet là. Je vais essayer, mais c'est dur. Il est 22h30 lorsque Anne débarque de notre tente. Ah mais Anne, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ours? Il est où? À 100 mètres là? Non mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Et on fait quoi? Bon attends, 100 mètres, sachant qu'en 100 mètres, il te les fait en 3 secondes les 100 mètres lui? Non, enfin j'exagère. Non, mais... faut pas qu'on laisse avancer là. Okay. Je prends le petit pistolet, je lui tire un flair et on va voir comment il réagit. Je me souviens plus ce que c'est un flair, Heidi. C'est la petite fusée qui fait du bruit là, qui fait un gros bang. Okay. Ouais. Ok. L'ours n'a absolument pas réagi. Il s'en fout complètement. Ok. Bon, franchement, il a pas l'air ultra agressif non plus. Regarde là. Il reste, il nous surveille, il nous sent. Mais pourquoi il est là? Donc c'est qu'il y a quelque chose. Faut qu'on bouge. Bon, franchement, on va pas dormir de la nuit si l'ours reste là. Ah bah non, c'est clair. Puis non, là, faut qu'on bouge. Bon, Margot, tu gardes un œil sur l'ours. Ouais. Victoria et moi, on démonte le camp et on essaie de partir. Okay. Il y a quelques cabanes dans les environs. Peut-être, si on a de la chance, on peut rester dans une cabane pendant la nuit. Ouais, il y en a une à 6 km, je crois. Mais c'est la cabane de Basecamp, ouais. Ouais, carrément. Ouais, on vit celle-là? On vit celle-là. Ok, d'accord. Bon, on reste groupés, vous restez derrière moi. Et à 3, on hurle, d'accord? 1, 2, 3. Non mais ça marche pas là, il bouge pas. Purée, il en a rien à foutre, hein. Ouais. On continue, on fait quoi? Écoute, continuons à skier, on lâche pas, on lui montre qu'on n'a pas peur, faut pas qu'on recule, faut pas qu'on recule. Ça marche. Au bout de 6 km sur la banquise, on arrive enfin dans la cabane. Vous vous sentez comment là, les filles? J'en reviens pas là, qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu. Il nous a suivis tout le long. Ouais, par contre, on jette tout l'équipement dans la cabane, on n'a pas le choix. Sinon, il va revenir et il va nous bouffer notre bouffe. Ouais, ok, ça marche. Mais c'est pas une porte qui va arrêter un ours? Bah écoute, on compte bien dessus. Hein. J'ai déjà vu des ours qui secouaient les cabanes, mais là c'est notre seul choix, on n'a pas d'autre option. Un truc de fou. J'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. Vous voulez laquelle en premier? La mauvaise. La mauvaise. On a pris beaucoup de retard et on va pas pouvoir terminer la mission. La bonne, la météo s'améliore enfin. Après 20 jours de galère, il était temps. Donc là, on est plutôt dans les moins 15, moins 20 degrés, ce qui est la température habituelle ici. Bon, ça fait du bien de faire une petite pause là. Mais on avance bien, les filles, ce soir.
que je sais pas si ça vous dit, les conditions elles sont relativement bonnes, on peut tracer en fait. Il nous reste à peu près une vingtaine de kilomètres, mais vu à la vitesse à laquelle on va, ça se trouve on peut se le manger ce soir quoi. Et arriver du coup là ce soir? Bah t'imagines, vous préfériez pas dormir dans une cabane plutôt que dans une tente là? Si. Ah bah si c'est clair. Là ça fait quasiment un mois là qu'on y est. Si je dis pas non. Bah ça se tente non? Allez, et franchement on est au top de la forme là. Allez go. J'ai connu meilleure forme quand même. Purée mais c'est quoi cette galère là? On est où? Attends mais je suis le GPS mais comment on s'est retrouvé dans un truc pareil? T'as vu comme c'est pentu? Ah non mais on descend pas ça avec les poules 80 kg dans les jambes, c'est pas possible là. Ah non mais moi non plus, moi ça me fait trop peur. Attendez, là on commence à être ultra fatigué, il est quelle heure là? Il est minuit et demi non? Bah j'ai aucune idée avec le jour tout le temps. Moi, franchement c'est un coup à se péter une jambe. Donc franchement il faut qu'on se réveille là les filles, c'est pas du tout l'endroit où on devrait être. On fait ultra gaffe. Si vous êtes d'accord, moi je vais regarder là de l'autre côté de la montagne si c'est un petit peu moins pentu, mais il faut vraiment qu'on prenne le temps. Parce que toutes les histoires horribles d'expédition, c'est comme ça que ça se termine mal. C'est le dernier jour, donc attention. Ouais, puis si on pouvait éviter d'être connu dans un livre d'histoire parce qu'on n'a jamais survécu à cette mission, moi ça m'arrange. Ah, jamais de la vie, moi je veux pas être en couverture du journal local. Hein. Non, jamais de la vie. Je fais le tour, écoutez là ça a pas l'air trop mal là. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse la Poulka partir avant nous. Tant pis s'il y a un caillou, tant pis. Bon, de toute manière, là, on peut tenir, en vrai. On peut tenir. Et ensuite, on descend tout doucement, on décroche les skis, on descend à pied, on prend vraiment le temps. Faites gaffe s'il n'y a pas un risque avalancheux quand même. Mais on se retrouve en bas. Ça marche, on fait ça. Attention, retiens là, doucement. Non, faut ralentir, doucement. Finalement, avec tous les détours que l'on aura fait, c'est 36 km que l'on aura parcouru en une journée. Bah là, ça fait combien? Ça fait quoi, 30 heures qu'on skie là? Je pense qu'il est temps qu'on arrive là. On devrait pas tarder à apercevoir le toit des petites cabanes de Calypso Beyond. Les filles, regardez là-bas. Elle se détache dans le paysage. Ce paysage tout blanc qui a été notre compagnon pendant un mois. Ces petites cabanes en bois au milieu de la toundra, ça fait plaisir à voir franchement. J'y crois pas les filles. J'ai l'impression qu'on y est arrivé. Non, truc de dingue. Eh bah franchement je sais pas ce que vous allez faire mais moi je m'allonge direct, je suis éclatée. Ah non mais oubliez-moi, hein. Si je dors pas en 48 heures, vous me réveillez pas. Hein. Non, non plus. 14 heures plus tard, on se réveille. L'heure du bilan, en un mois, on aura parcouru 450 km et récolté quand même une centaine d'échantillons de neige. Pas mal. Bien joué les filles. Qu'est-ce qui ressort de cette expédition? Bah, ce qui ressort, c'est déjà, t'as vu qu'on a pu le faire, quoi. On a pu faire une expédition pour relativement basse carbone. On peut récolter des données en ski avec notre petite Poulka qui a tenu le choc quand même. Et maintenant, écoute, ces échantillons, on va devoir les envoyer pour qu'ils se fassent analyser. On va les envoyer à Western Washington University. Et tu sais, Alia, ma pote, eh ben, elle va les analyser. Mais du coup, comment cette expédition elle peut alerter les gens au réchauffement climatique? Écoute, vu ce qu'on a vécu, je pense que c'est vachement important que dès qu'on rentre chez nous, on en parle, quoi. On parle des tempêtes qu'on a vécues. C'était historique, là. Franchement, les conditions abominables qu'on a eues, c'est anormal. Il faut qu'on raconte le vécu. Il faut qu'on explique aux gens, aux politiques, aux entreprises, à monsieur et madame tout le monde, à quoi ça sert l'article là où on vient de passer un mois. C'est vraiment, il faut que tu parles avec ton cœur et avec ton vécu, là. Bah, ça tombe bien, c'est votre job en plus, Heidi, de parler à toutes ces personnes. J'ai quelques personnes en tête qu'il faut que je contacte dès mon retour en France et que je leur dise ce qu'on a vécu. Ah ouais, bah là, c'est clair que ça peut pas rester contre nous. Alors qu'est-ce qui marche le mieux pour sensibiliser les gens? Bah, je pense qu'il faut que tu parles vraiment avec ton cœur, avec émotion. Et en fait, tu sais, nous, notre travail, les scientifiques, c'est d'être des tisseurs de liens. Et en fait, de tisser un lien entre le quotidien des gens en France et nous, ce qu'on a vécu au Svalbard, bah, c'est vachement important. En fait, il faut que ce changement climatique, on l'inscrive dans le quotidien. Il faut qu'on arrête de parler de ce qui va se passer en 2100. Il faut qu'on arrête de parler de statistiques qui ne veulent rien dire pour les gens. Il va falloir qu'on rende ça très, très concret et de dire que les tempêtes qu'on a vécues au Svalbard, bah, finalement, ça a un impact jusqu'à chez nous, en France. Ça nous montre à quel point le changement climatique, il est vraiment chaotique en ce moment. Et les résultats des échantillons, on les aura quand? Bah, les résultats, j'espère le plus vite possible, mais ça prend du temps. Là, on est encore en pleine période Covid. On risque de prendre un petit peu de retard. Il faut que j'en parle à Alia, mais on s'attend à avoir des résultats, alors malheureusement, entre 2 et 5 ans. Donc, patience les filles, ça va prendre un peu de temps. De toute manière, quand on voit la couleur des glaciers qui est un peu grise, on sait déjà quand même, on a une petite idée des résultats. Ouais, on s'attend à ce qu'il y ait quand même pas mal de particules fines. Après, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de voir d'où elles venaient, ces particules fines,
Tu vois, est-ce qu'elles étaient plus d'Asie? Est-ce qu'elles étaient plus d'Europe ou des États-Unis? Ça, j'espère que les données vont pouvoir nous informer là-dessus. Là, si on se rend compte que cette neige, elle est vraiment blindée de particules fines, le problème, c'est que ça assombrit ces surfaces blanches. Et plus elles sont sombres, en fait, plus elles arrivent à absorber les rayonnements solaires. Tu sais, c'est comme un t-shirt blanc ou un t-shirt noir. Tu sais, moi, tous mes vêtements là, de l'expé, t'as vu, étaient noirs. Et ben, c'est pour une bonne raison, c'est pour qu'ils absorbent la chaleur du soleil et que j'ai assez chaud. Donc, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on n'aura pas trop de particules fines. Mais là, vu le nombre de tempêtes qu'on a eues, ça a dû amener beaucoup de pollution au Svalbard. J'ai vu qu'il restait un petit peu de nourriture, j'ai préparé le repas. Vous avez envie de quoi ce soir? Sachant qu'il n'y a pas un choix énorme. T'as envie de quoi, toi, Heidi? Franchement, moi, j'ai qu'une envie, c'est de défoncer la pâte d'amande qui nous reste. Donc, si vous êtes OK, les filles, franchement, j'attaque. Ça va, on te la laisse. Heidi, moi j'ai 16 ans. Mais à mon âge, c'était quoi ton rêve? À mon rêve, écoute, quand j'avais 16 ans, c'était justement d'étudier des glaciers et de me retrouver dans les régions polaires. Et là, moi, je viens réveiller tous les jours, quoi. Quelle chance. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi ton rêve? Mon rêve aujourd'hui, il est un peu différent. Ouais. Mon rêve, je pense que déjà j'ai exaucé une partie de mon rêve, mais mon rêve d'aujourd'hui, c'est vraiment de tout faire pour que les gens comprennent c'est quoi l'Arctique, à quoi ça nous sert, à quel point c'est merveilleux, à quel point ces paysages ils sont hypnotisants et à quel point on en a besoin parce qu'ils sont très fragiles. Plongeons, le podcast immersif de l'océan est soutenu par la fondation One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de podcast durable, et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. La technologie de son 3D que vous avez expérimentée est développée par Makwan New York. Les notes de piano que vous avez entendues dans cet épisode sont l'œuvre de Guillaume Poncelet, musicien, compositeur et soutien du podcast Plongeons. Merci au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation au développement durable. Alors on va pas vous demander de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, même si ce serait sympa. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.